Je sais pas. Ça fait une demi-heure que je me pose la question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Et là, j'ai une petite lueur d'esprit, mon petit gars, tu vas comprendre. On va faire un petit truc qui a déjà été fait, qui sera refait, refait, mais qui va vous plaire. On va parler de l'histoire d'une marque. Alors là, vous allez vous dire, je vais prendre une marque comme d'habitude, Bugatti, Ferrari, mais... Non. Aujourd'hui, on va prendre la marque Peugeot. Parce qu'elle a une belle histoire. Notamment en course, vous allez vite comprendre. Donc, bienvenue sur LCL Luxury. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Peugeot. On va commencer tout de suite. Juste avant, je vous demande juste comme d'habitude de vous abonner, de liker, de commenter, partager. De toute façon, tout s'écrit en bas comme d'habitude, t'as compris. Tu sais comment je fonctionne, mon petit gars. Maintenant, on va parler avec un petit ton d'humour quand même. On va pas non plus faire les historiens. On va parler un petit peu de Peugeot. Tout de suite maintenant. System active. Je vous épargne un petit peu l'histoire somme toute intéressante de Peugeot au début, en 80 889, tout ça, type 1, des voitures qui révolutionnent parce que Peugeot est parmi les premiers, faut pas l'oublier. On avait à l'époque Mercedes et Peugeot qui se battaient déjà dans les plus gros de ce nom qui existent encore. Mais Peugeot était là, la France était là, bien plus qu'aujourd'hui. Mais je vous épargne ça et on va commencer à partir des années très florissantes. En fait, grossièrement dit, on va se cantonner à l'après-guerre parce que oui, Peugeot a été obligé de participer à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire sombre pour tous les constructeurs. Après, chacun a d'ailleurs erroné un petit peu de ses cendres avec des voitures qui ont été mythiques, la 2 chevaux. Mais chez Peugeot, on va avoir d'autres voitures bien plus style américain. On commence cette histoire avec rien de moins que la Peugeot 403. C'est une voiture qui a un look américain, très américain, un moteur très français par contre, mais qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, ce qui en fait du coup juste simplement une des voitures les plus vendues de l'après-guerre. Par contre, ils ont fait aussi la 203, la Peugeot 203, pareil, un peu style américain, un petit peu berline américaine, compacte, on ne sait pas encore, mais très beau travail. Qui va sans dire ressembler un petit peu à l'avant d'une 4 chevaux pour ceux qui ont déjà, se sont déjà fait le rapprochement. Oui, effectivement, elles sont de la même époque, elles sont sorties quasiment en même temps. C'est la 4 chevaux et la Renault d'après-guerre, faut pas l'oublier non plus. Et l'après-guerre, chez beaucoup de marques, c'est un style américain. C'était l'apogée un petit peu des muscle cars américains, voilà. Ensuite, on a la 404. Cette voiture, pareil, très américain. On va la voir en cabriolet. La 404. Et qui va donner naissance à des beaux cabriolets et l'envie de faire des grands coupés. On va avoir par la suite sur une voiture qui aujourd'hui code des sommes mirobolantes, vous allez comprendre, c'est la suite de ça. On va avoir la 404 diesel record, vous voyez la voiture avec un habitacle juste pour le conducteur, qui a fait plus de 5000 km en 31 heures à une vitesse moyenne de 160 km/h. Là, ils ont battu une petite dizaine de records, rien que ça, dans l'automobile. Essayez d'imaginer un petit peu ce que Peugeot commence à faire dans la côté un petit peu sport. Nouveauté, diesel, ce pourquoi d'ailleurs on verra plus tard au Mans, ils ont continué diesel, des voitures fiables, capables de faire 5000 km en 31 heures et surtout un diesel qui consomme pas, parce que faire 5000 km ça représente des choses. La digne héritière de la 404, ça sera la 504, grande berline, nouvelle technologie, châssis, propulsion, toujours 4 freins à disque cette fois-ci. Et là, on commence à avoir une voiture qui a des spécificités
très allemande. Un intérieur cuir ou velours, un grand volant cuir. On commence à aller plutôt sur de l'européen, de la berline. C'est un renouveau dans l'automobile déjà. Un moteur Indénor diesel qui est increvable. Vous avez tous déjà vu l'émission The Grand Tour où il s'amuse juste à simplement péter la bagnole en 4000 morceaux. Et la redémarrer sur le plateau, et paf, elle démarre. Ensuite, on a eu un premier dérivé du moteur de la 404 qui est resté. Carburation 90 chevaux pour 9 chevaux fiscaux. Un rapport t'en fais plus, hein, parce qu'on verra par la suite que les moteurs d'aujourd'hui, c'est plus du tout le même cas, malheureusement. Et ensuite, on va avoir une grosse avancée. 504 Ti, turbo injection. Une essence capable d'atteindre les 200 km/h en vitesse donnée par le constructeur. Toujours en propulsion, toujours 90, donc freine mieux que la plupart des véhicules du marché. On avait un véhicule qui commençait à plaire. Héritière de celle-ci, on va aller un petit peu plus loin. On nous a dit grosse berline, style allemande, roulable des kilomètres et des kilomètres, d'une fiabilité sans pareil. Et ben on reproduit la 504 mais en 505, un petit peu plus grande, avec un moteur toujours turbo injection, même avec un V6 PRV qu'on va retrouver dans l'Alpine A310. On va la retrouver dans la 504 cabriolet, parce qu'on n'oublie pas que la 504 a été dérivée en cabriolet et qu'à l'heure d'aujourd'hui on est à 50 000 € la cote du véhicule. Ça fait mal. Alors avec tout ça, on arrive en 74, l'année où Peugeot rachète Citroën. Et c'est à partir de là qu'on va voir apparaître des petites compacts, parce que Renault a fait leur Twingo, donc Peugeot va s'empresser de le faire, on va comprendre très vite. Et qu'on va voir arriver des partages de moteurs chez nous, sur le sol français. Outre ça, on a quand même continué à faire des grosses berlines, c'était important, et on a sorti la 604. C'est un beau véhicule qui aujourd'hui commence aussi à recoter, parce qu'on a quand même un véhicule qui est très youngtimer, presque old school. Et c'est ces voitures-là qu'aujourd'hui on recherche. Le gros problème, c'est que l'économie, c'est plus ça, et maintenant les grosses voitures, ça a un peu moins la cote, parce que c'est trop cher. Donc Peugeot décline et se dit que peut-être il serait bien de faire quelque chose. Il y a des familles, mais aussi il faut des petites voitures. Alors ils vont commencer par voir arriver Matra. Je vais leur dire, est-ce que vous voulez faire un véhicule, grand véhicule, 7 places, pour loger toute une famille. Alors là, Peugeot, il s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la bonne bagnole, de la belle bagnole. Ils ont eu tort. Parce que, Matra ira voir Renault. Et on aura l'Espace qui sera le véhicule 7 places le plus vendu. Un grand succès. Un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault. Aujourd'hui, en effet, Renault présente donc l'Espace, un véhicule à mi-chemin entre la camionnette et la berline traditionnelle. Une voiture salon, une voiture qui n'est pas simplement faite pour aller d'un point à un autre, mais pour y vivre pendant le voyage, comme à l'intérieur d'un appartement roulant. Une japonaise? Non, une Renault. L'Espace, conçu en collaboration avec Matra. Voilà. Alors Peugeot, derrière ça, ils vont vouloir sortir le 806, faire quelque chose. Ça ne donnera pas grand chose. Ils vont s'allier avec Fiat pour le faire, et Citroën bien sûr, parce qu'on a dit que maintenant le partage de moteur et de châssis se fait. Et va sortir surtout d'abord un des plus grands succès de l'automobile et surtout de Peugeot, la 205. Tellement populaire qu'elle sera déclinée en des dizaines de versions. Elle aura des pubs toutes plus sensationnelles les unes que les autres. Et surtout une carrière en course. Le groupe B arrive et on a Lancia qui déglinguait tout. Puis Audi est arrivé avec la Quattro et c'était une autre paire de manches. Et somme toute, les lois du groupe B étaient quand même plus ou moins floues. Donc une augmentation de puissance de n'importe quoi se faisait jusqu'à la fin.
Et Peugeot s'est dit, bah écoutez, on va mettre quasiment 700 chevaux sur une 205. Alors oui, elle a écrasé tout le monde sur son passage en groupe B. Au final, du coup, tout combiné, Peugeot qui était dans la grosse merde, arrivera à se sauver et à sortir quasiment aussi haut que le succès de la Twingo de chez Renault, qui n'était ni plus ni moins qu'un mini espace. Et grosse victoire de la part de Peugeot. Moteur 1 litre 1 TU, 1 litre 4 TU, 1 litre 6 TU en essence, qui étaient des très bons moteurs qui ont été mis sur les Saxo aussi chez Citroën, sur les AX. Alors la 205 bat tous ses concurrents en rallye, en groupe B, et faut penser aussi à la route. Et les gens veulent rouler dans ces voitures-là. Alors Peugeot va sortir une petite série, puisqu'il voit aussi Volkswagen arriver avec leur Golf 1 GTI, la 205 GTI. « 205 GTI, plus GTI que jamais. » Qui sortiront en 1 litre 6, puis en 1 litre 9. Des véhicules qui ont marché sacrément bien, tellement qu'on a perdu une grosse partie de ces véhicules-là dans des accidents et qu'aujourd'hui elles valent une fortune. En parlant de fortune, vous avez aussi la 205 Rallye que vous pouvez acquérir pour 300 000 € aujourd'hui. Une voiture qui avait toutes les spécificités de la voiture rallye de la 205 Rallye, mais sur route, homologuée. C'est beau. Et on avait nos bons vieux 2 litres HDI. Le début de l'ère HDI. Moteur TU qui sera remis dans un autre très gros succès de Peugeot qui les remettra au plus haut, la 206. 206, on s'en rappelle tous, on en voit toujours, pas autant, mais beaucoup. La 206, énorme succès qui va donner à Peugeot une stature quand même dans l'automobile encore plus que ce qu'elle n'était avant. De là vont sortir un tas de véhicules plus grosses les unes que les autres, puisque ça y est, c'est fini. Maintenant on peut refaire des grosses berlines avec des litrages phénoménaux. Ils vont nous sortir la 406, grosse berline, avec des 4 cylindres HDI plus ou moins puissants mais très fiables, des essences en V6 aussi, et surtout la meilleure des essences V6, la 406 coupée, dessinée par Pininfarina, le dessinateur de Ferrari, le dessinateur de la Testarossa. Alors oui, on y voit les lignes un petit peu Ferrari, d'ailleurs Ferrari a essayé un petit peu de balayer Peugeot en disant oh, bon, ils n'ont pas trop fait chier parce que Pininfarina a dit attention, si vous voulez continuer à travailler avec moi, fermez vos gueules. Parce que Peugeot avait un véhicule magnifique qui donnait encore plus de visibilité à Pininfarina. Et qui a été un grand succès dans ses versions jaune, bleu, avec le V6. Belle voiture qui marquera le début d'une continuité dans l'automobile berline chez Peugeot. 407 coupé, qui était d'ailleurs le premier coupé Peugeot à ne pas être dessiné par Pininfarina, parce que le coupé 504 avait été dessiné par Pininfarina, et j'en passe. Et un véhicule quand même très moderne, qui aujourd'hui, si vous en voyez, si vous avez l'occasion d'en toucher pour pas très cher, vous pouvez avoir des beaux 2 litres HDI, des moteurs qui fonctionnent, dans une caisse très confort, et qui a plutôt bien vieilli. 407 coupé. Après on va avoir la 607
qui va être la grosse berline de chez Peugeot, qui était exactement sur la même plateforme que le C6 chez Citroën, qui était aussi un gros palace sur roue. Dans les mêmes temps, la 206 est en train d'éclater tous les rallyes en WRC. Peugeot confirme toujours leur position dans le milieu du sport automobile. Vont suivre ensuite la 207, la 307, qui seront des voitures pareilles, avec des HDI, tous plus HDI les uns que les autres. Grosse gloire du HDI puisqu'on est en plein dans le 100% diesel. Donc oui, c'était l'heure de gloire de ces moteurs-là, comme chez toutes les marques. On va avoir aussi quand même, sur la base de cette 308 première génération, un véhicule qui va révolutionner un petit peu Peugeot, commencer à aller dans un nouveau truc. Et là, on voit arriver la Peugeot RCZ. L'Audi TT esthétiquement se fait avoiner, il ne reste plus que les moteurs. On se retrouve avec nos fameux nouveaux moteurs essence THP, très peu fiables, donc très vite décelés et donc très peu achetés. Et toujours notre fameux 2 litres HDI en 163 chevaux, qui le pousse bien. Non, c'est une bonne voiture là-dessus. Des arches en aluminium, un intérieur avec du cuir un petit peu partout. On a un beau véhicule qui donnera aussi plus tard la naissance de la RCZ R. Vraiment beau véhicule qui cote aujourd'hui énormément aussi, mais va ensuite être entamé un renouveau, faire un SUV, mais ils savent pas faire. Ils savent faire des berlines, ils savent faire des petites citadines, mais pas des SUV limite 4x4. Alors à qui vont demander? À Mitsubishi. Ça donnera le 4007 et le 4008, plateforme partagée aussi chez Citroën. Mais pour être monté dedans, on sent que c'est pas du français. Et ça fait un flop, complètement. Parce qu'on veut acheter du français pour ce que ça nous propose. Et là, c'était pas le cas. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive dans cette époque où le SUV devient glorieux. Alors, Peugeot continue à sortir une nouvelle berline, la 508 phase 1. Grosse berline statutaire qui marche plutôt bien. On va voir la sortie du 3008. Qui va être un semblant de SUV, mais Peugeot ne sait toujours pas faire. Mais il fonctionnera à merveille, parce qu'on a quand même déjà un beau véhicule qui tire entre le SUV et la familiale, et si on va voir la 5008, on a une grosse familiale. Mais ils n'ont pas encore été sauter le pas du vrai SUV. Pour ça, il va falloir attendre la sortie du 2008. Et oui, premier vrai SUV qui commence à ressembler à un SUV chez Peugeot, le petit 2008, sur la base de leur nouvelle voiture qui est la 208. Ils se sont dit sur OC, une voiture qui existait déjà, avec des petites modifs, et ça marche. Nouveau design qui va voir apparaître la nouvelle 308, avec un confort inégalable pour une Peugeot de cette finition-là. Un coffre immense en break et en berline aussi, donc du positif, un châssis très très efficace qui va donner une naissance à la GTI aussi. Alors là, on va avoir l'apparition de la magnifique 3008, deuxième génération qu'on connaît tous, qui nous a fait dire Peugeot tente un nouveau truc. Et là, on a compris que Peugeot tentait un sacré nouveau truc. Et sur la même base que le 3008, le 5008 nouvelle génération qui ressemble lui aussi maintenant à un SUV. On est dans l'ère SUV. Suite à tout ça, Peugeot a lancé du coup sa toute nouvelle ligne esthétique. Ça veut aller manger du BM Mercedes. Parce que la 308 avait été faite pour manger la Golf.
c'est chose faite. Pour rappeler, aujourd'hui, ils ont changé de logo, ils ont repris un ancien depuis la Peugeot e-Legend, qui est une 504 coupée. Magnifique, et c'est de là que va venir tout leur design depuis le 3008, le renouveau Peugeot. Pour enfoncer le couteau encore plus dans la plaie et montrer qu'ils sont bien appuyés sur le design et sur la qualité, ils vont sortir une voiture qui va être magnifique, la nouvelle 308. Précédée par la nouvelle 2008 qui est vraiment un SUV qui ressemble au 3008 mais en très agressif. Si vous le prenez en GT, c'est un très beau véhicule. La Peugeot enterre Volkswagen et passe à un niveau supérieur. Passe à un niveau supérieur en plus de l'enterrement de Volkswagen, puisque Peugeot est créé dans la... Enfin, on ne sait pas qui crée, mais qui a le monopole sur Stellantis, le nouveau groupe qui contient 15 marques qui détrônent Volkswagen en détention de marques et qui compte dans les années futures ne faire plus que 3 plateformes pour ces 15 marques inonder le marché de leur plateforme. Maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez un minimum appris, que vous avez fait un petit peu la route de l'histoire de Peugeot. Si ça vous a plu, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans les histoires, faut pas hésiter à le dire en commentaire, parce que moi après je pourrais vous faire des histoires un petit peu plus détaillées ou continuer ce genre de format parce que c'est le premier. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, hein, dites-moi tout ça en commentaire. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao!